De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais aller à l'essence des choses. Je me suis posé cette question, si je n'avais qu'un seul message à communiquer, que serait-il? Le voici, c'est ce message-ci. Je ne vais pas me perdre dans les détails, dans les broussailles du reconditionnement de la douleur. Nous allons aller à l'essentiel, nous allons parler des 3 points qui, selon moi, accélère le plus le processus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça prendra le temps que ça prend. J'espère que c'est votre nouveau mantra. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'écouter de longues vidéos. Donc ici, peu importe la longueur de la vidéo, je peux vous assurer, on va être dans l'essence du processus et on va parler des 3 choses qui accélèrent le plus le processus. Donc, allons-y, allons-en, commençons. Pour commencer, on va parler de café. Café. On va aller à l'essence des choses. Tu vas aller à l'essence des choses. On va commencer par parler de café? Oui. Mais pour commencer, on va prendre une gorgée. On va quand même prendre le temps de prendre une gorgée de café. Se calmer. Je communiquais avec quelqu'un relativement récemment qui m'a dit « Je ne peux pas boire de café, ça augmente les symptômes. » Elle a nommé d'autres substances comme le sucre. Moi, je ne prends pas de sucre dans mon café, donc on va s'en tenir au café. Si je ne peux pas boire de café, ça augmente les symptômes. Et là, je lui ai dit, c'est pas grave. Non seulement ce n'est pas grave, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses qui déclenchent, qui augmentent les symptômes. C'est la clé, c'est le but du processus. Et je sais que c'est difficile, opérer le pivot, le 180, faire le contraire. Ça fait, dans certains cas, des années que vous essayez de maintenir les symptômes, les baisser, contrôler, gérer, toujours baisser les symptômes, les garder le plus bas possible. Là, d'un coup, on vous dit, il faut faire le contraire. Donc, vous avez une liste de choses qu'il ne faut pas faire parce que ça augmente les symptômes. Et dans le processus, cette liste-là devient les choses que vous devez faire. Ça devient votre liste d'items à cocher. Donc, on se dit, je ne peux pas boire de café, ça déclenche des symptômes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut boire du café pour prouver à votre cerveau que vous n'avez plus peur. On prend la tasse de café, on boit. On peut y aller à notre rythme. Mais moi, plus le processus avançait, plus je me disais, je vais le faire comme un diachylon, comme un plaster. On l'enlève d'un coup. Vaut mieux tôt que tard. Donc, cette liste de choses que je ne devais pas faire est devenue ma liste de choses à faire. Et même, à un certain moment du processus, j'ai décidé que la chose qui me faisait le plus peur allait être au-dessus de la liste. Je me levais le matin et je me disais, quelle est la chose qui me fait le plus peur? Boire un café. Ça augmente les symptômes. Ah. Je me faisais un café. Je bois un café. Je prouve à mon cerveau que je n'ai plus peur. Là, le cerveau, il y a des hautes chances qu'il déclenche des symptômes. Votre cerveau pense que ces choses-là sont dangereuses, donc dites-vous ceci, s'il ne déclenchait pas des symptômes, il ne ferait pas son travail. Il n'est pas méchant, le cerveau. Il pense que c'est dangereux, c'est normal qu'il vous avertisse. Et là, il faut être ferme et lui dire, non, c'est une fausse alarme, je n'ai plus peur, cerveau, je bois du café maintenant. Et plus vous êtes capable de mettre l'item qui vous fait le plus peur haut dans la liste, plus ça va aller vite. Je sais que c'est difficile, chacun y va à son rythme, mais si je veux parler des 3 choses qui accélèrent le plus le processus, ça c'est la numéro 1. Numéro 1. Mettre la chose qui nous fait le plus peur au-dessus de la liste. J'arrête de maintenir, d'essayer de baisser les symptômes.
Je déclenche des symptômes volontairement pour montrer à mon cerveau que je n'ai plus peur. Peut-être même que le lendemain, je vais prendre mon café avec du sucre. Ah ah! C'est ça l'attitude. Je n'ai plus peur. Donc ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, nous allons explorer le point numéro 2. C'est la chose qui m'a le plus bloqué dans le processus. Si vous réussissez à passer par-dessus ce blocage, c'est ça qui, selon moi, va accélérer les choses. Avez-vous déjà entendu parler des gens qui ont mal à la tête parce qu'ils arrêtent de boire du café? Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? On va vraiment ici être à l'essence des choses, je vous le promets. Lorsqu'on boit du café, il se crée une restriction, une constriction des vaisseaux sanguins. Et donc, si on boit son café à la même heure chaque matin, on va dire à 8h AM, le cerveau sait que cette constriction, cette restriction s'en vient et donc il dilate, il y a une dilatation des vaisseaux sanguins pour contrer. Et là, tout d'un coup, un matin, vous ne buvez pas le café. Mais le cerveau, lui, est en mode prédiction. Il se fie sur le passé. Il croit qu'il y a du café qui s'en vient à 8h AM, donc il va faire une dilatation des vaisseaux qui n'est pas compensée par la restriction. Et là, ça va occasionner un mal de tête. Donc ça, c'est très important pour comprendre le mode prédictif du cerveau. Le cerveau se sert du passé pour savoir ce qu'il doit faire. Il agit à l'avance. Il n'attend pas que le café pénètre votre système à 8h AM. Je ne sais pas combien de temps d'avance. À 7h58, il crée la dilatation des vaisseaux pour compenser la restriction qui s'en vient. Mais le cerveau est très intelligent, il se corrige. Donc ici, on est vraiment dans l'essence des choses. Et là, vous allez dire, oui, mais ça, c'est physiologique. C'est pas la même chose que le neuroplastique. Donc ça, c'est le point numéro 2. C'est le point le plus important qui bloque les gens. Quand ils me disent, j'ai de la difficulté à croire que ce symptôme XYZ est neuroplastique. Donc dans la deuxième section de cette vidéo, nous allons explorer deux branches différentes. La différence entre le neuroplastique et le psychophysiologique ou le psychosomatique. Tant que vous faites une différence entre les deux, selon moi, vous êtes dans les branches. C'est la même chose avec les symptômes. Si vous dites une migraine, c'est différent que le syndrome du côlon irritable. Vous êtes dans les embranchements. Il faut aller à la racine. Si vous voulez une métaphore aquatique, vous êtes dans les embranchements de la rivière. Revenez à la source. Vous êtes en aval, il faut aller en amont. Quelle est la racine? Quel est l'amont? C'est l'esprit apeuré qui est à la racine et de la migraine et du syndrome du côlon irritable. Mais c'est la même chose pour le neuroplastique et le psychophysiologique. Vous dites, je ne sais pas si c'est neuroplastique ou psychophysiologique. C'est pas grave. Allez à la racine, allez à la source, l'esprit apeuré. Donc, c'est ça qu'on va explorer dans la deuxième section de cette vidéo. Mais pour commencer, il faut s'assurer qu'on utilise les mêmes définitions. Donc, on va définir les termes. C'est très important. Pour commencer, on va définir les symptômes neuroplastiques. Tu as besoin d'un papier? Tu as encore besoin d'un papier pour définir les symptômes neuroplastiques? Je veux m'assurer vraiment qu'on travaille avec les mêmes définitions. Donc oui, on va lire la définition des symptômes neuroplastiques. Les symptômes neuroplastiques ou nociplastiques résultent d'un dysfonctionnement du cerveau qui interprète à tort des signaux normaux comme des menaces, créant des douleurs chroniques sans lésions tissulaires visibles. Ils se caractérisent par des douleurs diffuses, variables, une sensibilité accrue au toucher et au froid. Ils sont souvent liés au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil ou aux antécédents traumatiques.
Donc, pour illustrer les symptômes neuroplastiques, nous allons utiliser la métaphore du système d'alarme dans les deux sens. Comme je l'ai exploré dans la dernière vidéo, un voleur peut entrer sans déclencher le système d'alarme. Moi, quand je travaille, des fois le soir, chez moi, je rentre et j'ai plein de bleus sur le corps. Avez-vous déjà eu un bleu? Là, vous le regardez et vous dites « je ne sais pas comment je me suis fait ce bleu. » Ça, c'est l'équivalent du voleur qui entre sans déclencher le système d'alarme. C'est possible, je voulais explorer les deux côtés. La douleur neuroplastique, c'est le système d'alarme pour les voleurs qui devient ultra sensible et qui est déclenché par, prenons l'exemple le plus extrême, une poussière dans l'air. Une petite poussière comme ça qui passe devant le système d'alarme, il se met à sonner. Alerte, danger. Il devient ultra sensible. Il est supposé seulement nous avertir quand un voleur rentre. Mais là, il est rendu tellement sensible, il suffit d'une petite poussière dans l'air qui passe devant. Boum, il vous crée des signaux de danger, de la douleur, pour des signaux normaux. Il ne devrait pas déclencher l'alarme. Ça, c'est la définition de la douleur neuroplastique nociplastique. J'espère que vous la connaissiez, mais je voulais qu'on soit sur des bases très fermes. Donc là, on est dans la branche neuroplastique. Et là, on va explorer l'autre branche, la branche psychophysiologique ou psychosomatique. On va commencer par psychophysiologie. Les symptômes psychophysiologiques ou psychosomatiques sont des manifestations physiques, douleurs, fatigue, troubles digestifs, causés par des facteurs psychiques comme le stress, l'anxiété ou une dépression. Ils affectent souvent plusieurs systèmes corporels simultanément, maux de tête, problèmes de sommeil, nausées ou douleurs musculaires, bien que leur origine soit psychique, l'origine, la racine, la source, ou émotionnelle. Ils résultent d'une expression du stress, de l'anxiété ou de détresse morale qui affectent des organes ou des systèmes physiologiques. Donc oui, c'est bel et bien physiologique. Maintenant, on va définir psychosomatique. Je vais les utiliser dans cette vidéo comme des synonymes, mais je veux lire la définition quand même. La psychosomatique désigne les maladies physiques, somatiques, causées par des facteurs psychologiques, émotionnels ou du stress. Il s'agit de l'expression corporelle de tensions psychiques où l'esprit influence le corps, provoquant des symptômes réels. Eczéma, maux de dos, ulcères, troubles digestifs, migraines. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui bloque les gens le plus. Attends, es-tu en train de me dire que mon eczéma est neuroplastique? Là, ça crée de la confusion. Non. Non. Il y a le neuroplastique, il y a le psychophysiologique. Mais comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, pour moi, on utilise la même attitude dans les deux cas. C'est vraiment ça la clé. Si vous êtes encore en train d'essayer d'aborder les symptômes individuels, migraine, syndrome du côlon irritable, vous êtes dans les branches, vous n'êtes pas à la racine. Si vous êtes encore dans cette distinction, il y a le neuroplastique et le psychophysiologique, vous êtes dans les branches. Vous n'êtes pas à la racine, l'esprit apeuré. J'ai fait la même technique pour les deux, que ce soit neuroplastique ou psychophysiologique. J'ai arrêté de me perdre dans les branches, les symptômes, les différents symptômes. Ça, c'est l'impératif du symptôme, la rotation des symptômes. J'ai arrêté de me perdre dans les symptômes individuels. J'ai arrêté de me perdre dans les deux branches. Est-ce neuroplastique ou est-ce psychophysiologique? C'est la même attitude de base qui va régler les deux. Très important de comprendre ça. Dans cette vidéo, je voulais vous peindre le portrait complet. Je trouvais ça important. Donc, je me répète beaucoup, mais j'ai rajouté un nouveau concept. Dans mon cours, on étudie le mécanisme de défense qui s'appelle la conversion et on étudie l'hystérie. Et je viens de lire le livre Migraine de Oliver Sacks. Et je constate que le chapitre 13
et un portrait complet des symptômes psychosomatiques. Je ne sais pas si je recommande de lire ce livre durant le reconditionnement, mais c'est vraiment le portrait complet. On va explorer la différence entre le portrait complet et le portrait un peu plus superficiel. La conversion hystérique ou trouble de conversion est un processus psychologique où un conflit émotionnel ou bien un stress intense est inconsciemment transformé en symptômes physiques. Paralysie, c'est celui qu'on va explorer, cécité. Admettons qu'on voit quelque chose qui est trop pour nous, on peut devenir aveugle, même s'il n'y a aucun problème structurel. Si on ne veut pas voir quelque chose, cécité. Tremblement, sans cause organique identifiable. Donc, explorons la paralysie, par exemple. Le langage de l'hystérie est arbitraire et personnel et ne correspond qu'à une image morale, imaginaire du corps, et non à une représentation physiologique. Dans l'hystérie, le symbole se traduit directement en symptômes. Un bras fantastiquement meurtrier, donc on a un fantasme de poignarder quelqu'un, par exemple, peut ainsi être inhibé ou puni par une paralysie. Mais la paralysie hystérique ne repose sur aucun déficit neurologique. Dans la migraine, on va parler beaucoup de migraine, les symptômes sont fixés et reliés par des liens physiologiques. Mais les symptômes migraineux peuvent constituer, pour ainsi dire, un alphabet ou un proto-langage corporel qui peuvent ultérieurement être utilisés comme un langage symbolique. Ça, c'est très important pour moi de clarifier ça, que tout comme dans une conversion hystérique, le cerveau peut se servir de processus physiologiques de façon symbolique. C'est important pour moi d'apporter ceci pour peindre le portrait complet. Une des choses qui bloque le plus les gens, c'est lorsqu'ils rencontrent des contradictions. Et là, ils deviennent confus. Moi, il a fallu que je passe par-dessus ce mur. Si on n'est exposé qu'à une seule source, dès qu'on rencontre une contradiction, on panique un peu. « Ah, je pensais que c'était neuroplastique, là, tu es en train de me dire qu'il y a un aspect physiologique. Ah, panique, panique. » Donc, il faut s'exposer à du matériel contradictoire, être capable de bien naviguer les contradictions, mais réaliser que, ultimement, c'est ça qu'on va explorer, il n'y a pas de contradiction, que c'est la même attitude, que ce soit neuroplastique ou psychophysiologique. Donc, ici, nous allons lire un extrait du livre de John E. Sarno, « Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau ». Allons-y. Le mal de tête par tension nerveuse ou céphalée de tension et la migraine sont des troubles fréquents et souvent confondus. En effet, un violent mal de tête unilatéral peut s'accompagner de nausées et de vomissements, ce qui est caractéristique d'une migraine, mais peut également se produire en cas de forte céphalée de tension. En dépit de similarités, une migraine est pulsatile et débute fréquemment par un phénomène appelé aura. Un trouble visuel se présentant comme une tache brillante, généralement composée de lignes brisées dans la partie la plus périphérique de la rétine durant environ 15 minutes. L'aura, c'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas seulement visuel, ça peut être auditif, olfactif, gustatif et plus encore. J'ai une illustration ici. C'est une peintre qui souffre de migraine avec aura. Elle nous offre une image ici. Une céphalée de tension est un trouble vasculaire lié à une ischémie locale dans les muscles situés sous le cuir chevelu. Je vais en parler de ça. Tout comme un STM, syndrome de tension musculaire, TMS, comme moi je l'appelle dans la chaîne, The Mind-Body Syndrome, résulte d'une ischémie locale dans les muscles posturaux, ces nerfs ou ces tendons associés. Là, on est vraiment là, dans du structurel. Les nerfs, les tendons, on va parler de ça.
La migraine serait, elle, causée par la soudaine constriction d'un unique vaisseau sanguin dans le cerveau. Cela peut sembler effrayant, mais va rarement plus loin qu'un sérieux mal de tête. Rappelez-vous ceci. Constriction, vaisseau sanguin. Lui dit, il se passe quelque chose de physiologique dans la migraine. J'ai souffert il y a quelques années de migraine ophtalmique. Cette expérience m'a permis de comprendre la relation de ce trouble avec les facteurs psychologiques. Jeune médecin de famille, en proie au stress et aux tensions inhérentes à une vie privée et professionnelle active, j'ai souffert de migraine durant 6 ans environ. Un collègue m'avait parlé d'un article médical qu'il venait de lire, suggérant que la migraine résultait d'une colère refoulée. J'avais été réceptif à cette idée, car je commençais à penser que des facteurs psychologiques étaient très courants dans les problèmes médicaux. Lorsque la fois suivante, une lumière, entre guillemets, prémonitoire est apparue, je me suis assis et j'ai réfléchi à la colère que je pouvais réprimer. Aujourd'hui, je sais parfaitement ce que je refoulais. Mais à l'époque, je n'en avais pas la moindre idée. Ça, c'est très important de comprendre ça. Moi, dans mon expérience, on n'a pas nécessairement besoin de savoir, en guillemets, ce qu'on refoule. Il suffit de pivoter du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, à mon grand étonnement, je n'ai plus souffert de mal de tête ni de migraine, même si je continue de voir danser des lumières, entre guillemets. Celle-ci m'indique que je suis en train de refouler une colère. Parfois, je dois réfléchir intensément pour en comprendre la raison, mais souvent, c'est évident. Ça reflète très bien mon expérience. Plus souvent qu'autrement, quand j'ai un symptôme, je sais c'est quoi. Ça fait longtemps que je fais ça, là. J'ai une petite idée, moyenne idée, j'ai une grosse idée. Mais je ne suis pas toujours sûr. Et des fois, je ne le sais pas et ce n'est pas important. Une leçon très importante à tirer de cette expérience, qui vaut pour un STM, TMS, et pour tous les autres troubles générés par les tensions psychiques. Très souvent, il suffit de reconnaître qu'un symptôme est d'origine émotionnelle pour qu'il disparaisse. J'ignorais la raison de ma colère inconsciente, très important ça, mais j'étais prêt à accepter qu'un facteur psychologique soit responsable de mon mal de tête, et cela a définitivement mis un terme aux migraines. J'ai été confronté à ce même mécanisme lorsque j'ai commencé à établir des diagnostics de STM, TMS, même si je n'ai alors pas fait le rapprochement avec mon expérience de migraine. Ça prend du temps à faire les connexions. Quand on lit les livres, c'est long, c'est long. Je disais à mes patients que leur mal de dos était la conséquence du stress et de tension. S'ils étaient ouverts à cette idée, ils allaient rapidement mieux. Durant de nombreuses années, j'ai vu que cette approche fonctionnait, mais je ne comprenais pas pourquoi. L'explication se trouve dans la première et la troisième partie de ce livre, mais le plus important, c'est qu'un symptôme physique peut être éliminé par la seule pensée. C'est mon expérience. Cela n'a rien de magique. Il suffit de détourner son attention du corps, de la reporter sur son psychisme pour qu'un symptôme physique disparaisse. Cela a été efficace chez moi avec la migraine, les allergies au pollen, plusieurs symptômes gastro-intestinaux et des réactions cutanées. Une liste impressionnante ici de symptômes quoi? Neuroplastiques ou psychophysiologiques? J'espère que vous connaissez la réponse. Mes patients me rapportent souvent des expériences similaires. Je voulais lire cet extrait parce qu'il nous dit ici, oui, il y a quelque chose dans la migraine qui est structurel, si on pourrait dire. Constriction, restriction de vaisseaux sanguins, peu importe. Donc ici, on va s'exposer à de l'information contradictoire. On va lire un court extrait du livre « Désapprendre la migraine » de Arturo Goicoechea. Ce qui peut se passer dans la tête est inaccessible. Certaines personnes imaginent des artères très dilatées. Est-ce que c'est une restriction, une dilatation?
enflammée et battante. Quand on a des douleurs, on est toujours en train d'essayer de s'imaginer ce qui se passe dans le corps. On n'a aucune idée. C'est ça que j'ai réalisé dans mon processus. C'était une caricature. Je pensais qu'il y avait des os qui frottaient contre des os, des tendons, des ligaments qui se déchiraient. Il n'y avait rien de la sorte qui se produisait, c'était tout dans mon imagination. J'essayais de comprendre ce qui se passait. On ne sait pas ce qui se passe dans le corps. Ça va être ça le point numéro 2. Ce qui peut se passer dans la tête est inaccessible. Certaines personnes imaginent des artères très dilatées, enflammées, battantes. Peut-être que vous imaginez des artères en restriction. D'autres pensent à une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne. La plupart des gens renoncent à imaginer ce qui se passe. Ils veulent simplement que la torture cesse. Il est difficile de croire que la tête est normale, mais c'est le cas. Si nous l'ouvrions en pleine crise, nous ne trouverions aucune anomalie. Ne perdez plus de temps à faire des suppositions. Votre tête, à l'extérieur comme à l'intérieur, est normale. C'est une question de cerveau. Celui-ci est également normal, mais il se trompe. Ramachandran, un célèbre neuroscientifique, dit que la douleur est une opinion. J'adore cette affirmation. La douleur est une opinion de votre cerveau. La migraine est le résultat d'une opinion erronée du cerveau. Donc, que fait-on ici avec cette information contradictoire? Johnny Sarno nous dit « Il y a quelque chose de physique, physiologique, biologique qui se produit. » Arturo Goicoechea nous dit « Non, il n'y a rien qui se passe. » Si on veut utiliser ces deux termes, il nous dit « C'est 100% neuroplastique. » Lui nous dit « Non, c'est psychophysiologique. » Qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction? Voici comment je l'ai résolu. Voici ce qui m'a permis de passer par un mur énorme et voici ce qui a drastiquement accéléré mon processus. J'ai arrêté de faire une différence entre ces deux branches. J'ai arrêté de faire une différence entre les symptômes. J'ai arrêté de faire une différence entre neuroplastique ou psychophysiologique. Pour moi, là où ça s'est joué, c'est avec les tensions. J'essayais vraiment de me convaincre que c'était 100% neuroplastique, mais j'avais des tensions énormes dans le corps. Je vais vous parler de ma plus grande tension. C'était de ce côté-ci, du côté gauche. Ça allait de mon trapèze comme ça, en passant en arrière de mon oreille. Et là, ça allait presque à mon sourcil gauche et ça tirait sur mon cuir chevelu comme ça. Ça, c'était une de mes pires tensions. Et si je le touchais, mon trapèze était dur comme de la pierre. Dur comme de la pierre. Donc là, j'avais beaucoup de difficultés. J'essaie des trucs comme ça. Admettons qu'on met Arturo Goicoechea, difficile à prononcer, et Alan Gordon dans la branche neuroplastique. Je disais, comment ça peut être 100% neuroplastique? Mon trapèze est dur comme de la roche. C'est psychophysiologique. Est-ce qu'il y a des stratégies différentes pour les deux? Éventuellement, j'ai dû réaliser que non, il n'y a pas de différence. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus je me perdais dans la branche psychophysiologique, plus le processus ralentissait. Et plus je me disais, c'est 100% neuroplastique, plus le processus accélérait. Je me disais, c'est 100% psychologique, psychique. Parce que lorsqu'on utilise le mot psychophysiologique, ce qu'il faut réaliser, c'est que psycho est la racine. Lorsque vous êtes dans le physiologique, vous êtes en aval, vous êtes dans les branches. Il faut aller à la racine, il faut aller en amont. Psycho, psychisme. Tout se passe dans le psychisme, que ce soit neuroplastique ou psychophysiologique. Donc la métaphore ultime, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. C'est une des images justement qui m'a le plus aidé, c'est celle du projecteur de cinéma. Moi, j'imaginais mon corps comme
un écran de cinéma blanc comme neige. L'écran est en parfait état. Sur l'écran, il n'y a aucune tension. Mon corps n'a aucune tension. C'est mon esprit, qui est le projecteur, qui projette ces tensions psychiques sur mon corps. Tant que j'étais dans le physiologique, mettons qu'on va se faire masser, on va voir un massothérapeute, il dit « Ah, masse mes trapèzes. » Vous êtes en aval. Vous êtes dans les branches. Allez à la racine. Le psychisme. Allez dans le projecteur. Le projecteur projette ses tensions psychiques sur le corps. Comme ça, moi, que j'ai accéléré le processus, j'ai même cette tension-là qui partait de mon trapèze et là, qui tirait sur mon sourcil gauche. Si je touchais, je voyais, mon trapèze est dur comme la roche. Même cette tension-là, je la voyais comme 100% neuroplastique, 100% psychologique. J'allais à la racine, l'esprit, le projecteur, pas l'écran. Dès que j'allais dans la branche psychophysiologique, je me perdais. J'ai arrêté d'essayer d'imaginer si les vaisseaux étaient en train de se dilater, ou c'est de la constriction, c'est de la restriction. Ah, on dirait que il y a des vraies tensions. J'ai arrêté de voir ça comme des vraies tensions. J'ai vu ça comme des tensions. Et là, vous n'allez peut-être pas aimer le mot, mais je vais le dire imaginaire. Des tensions imaginaires. C'est ça qui a accéléré le processus. Si je touchais avec mes doigts, premièrement, arrêtez de toucher. Arrêtez d'aller toucher. Je ne touchais plus. Je disais, même si c'est une vraie tension, je vais l'adresser comme une tension 100% psychique, psychologique. C'est ça qui a drastiquement accéléré le processus. Parce que c'est la même chose. Si on ne parle pas dans les branches, on va à la racine. L'esprit apeuré. L'esprit, le système nerveux qui est devenu hypersensible. J'ai écouté une vidéo hier de la chaîne CFS Recovery, Chronic Fatigue Syndrome. Lui, il a eu, son symptôme principal, c'était la fatigue chronique. Mais lui, il a eu des symptômes visuels. Hein? Symptômes visuels. Il a eu de la neige visuelle. Il a dit, je n'ai rien fait pour adresser, pour régler, en guillemets, la neige visuelle. C'est la même chose pour la fatigue chronique ou pour la neige visuelle. Je suis allé à la racine, mon système nerveux hyper sensible. Donc ça, c'était le point numéro 2. Et je trouve qu'il est vraiment important. Maintenant, le point numéro 3 va être très controversé. Et je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas et la plupart des chaînes n'en parlent pas. Mais moi, je veux en parler parce que je considère que c'est ce qui a le plus accéléré mon processus. Mais pour conclure le point numéro 2, on peut explorer l'idée des rêves et des psychédéliques. Selon Lisa Feldman Barrett, votre cerveau est toujours en train d'essayer de prédire ce qui va se passer dans le monde extérieur. Par exemple, pouvez-vous prédire le prochain mot qui va sortir de ma jambe? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai contredit votre modèle de prédiction. Votre cerveau est toujours en train de deviner ce qui va arriver. Pouvez-vous prédire le prochain mot qui va sortir de ma bouche? Bouche, bouche. Le cerveau, il crie ça, bouche. C'est ça le prochain mot, d'habitude. Mais là, tout d'un coup, je dis jambe. Ça, c'est vraiment des techniques de l'humour. Briser la prédiction. Pour créer une espèce de moment d'inconfort. Et là, on rit parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Briser l'attente, c'est un des mécanismes de l'humour. C'est pas très drôle
analyser les mécanismes de l'humour. Ça brise un peu la magie. Mais c'est ça l'humour. Souvent briser l'attente des gens. Donc, votre cerveau est toujours en train d'essayer de prédire. Mais lorsqu'on rêve ou lorsqu'on prend des drogues psychédéliques, le cerveau n'a plus besoin d'essayer de prédire le monde extérieur. Et là, il peut faire des essais juste avec son modèle interne, qui n'a plus rapport avec soit le monde extérieur ou la biologie. Parce que selon elle, pour votre cerveau, il n'y a pas vraiment de différence entre le monde extérieur et votre corps. Le cerveau est prisonnier de la boîte crânienne et pour lui, le monde externe ou votre corps, c'est tout l'extérieur. Il est toujours en train d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer, mais là, lorsqu'on rêve ou lorsqu'on prend des drogues psychédéliques, il peut enfin se détacher du monde externe et de votre corps et là, faire ce qu'il veut avec le modèle interne. Et selon elle, et selon Arturo Goicoechea, c'est un peu ça la douleur neuroplastique. C'est une douleur qui est pire que la douleur structurelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus aucune base biologique. Le modèle peut faire ce qu'il veut. Moi, ça, je peux en témoigner. La douleur neuroplastique est 1000, 2000, 3000 fois pire que la douleur structurelle. Parce que, comme l'appelle Arturo Goicoechea, la migraine, par exemple, est un cauchemar cérébral. Lorsqu'on se casse la cheville, le cerveau peut nous donner l'expérience d'une douleur, mais il est quand même rattaché à une espèce de base biologique. Il essaie d'estimer le niveau de dommage. Si c'est une grosse cassure, il va donner plus de douleur, et là, plus on guérit, plus la douleur va baisser. Il essaie vraiment d'estimer. Il ne sait jamais ce qui se passe réellement. C'est sa meilleure estimation possible. Le cerveau essaie d'estimer ce qui se passe, mais son estimation est basée sur la biologie. Mais lorsqu'on commence à aller dans la spirale de la douleur chronique neuroplastique, le cerveau, tout comme dans un cauchemar, tout comme dans je dis une expression anglaise, un bad trip psychédélique, le cerveau peut faire ce qu'il veut et créer des états cauchemardesques, des états de douleur qui n'ont plus aucune base biologique. Il peut aller aussi loin qu'il le veut. C'est pour ça que la douleur neuroplastique est aussi atroce. Elle n'a rien à voir avec la douleur biologique. Parce que les prédictions du cerveau sont complètement détachées de la biologie. C'est un cauchemar cérébral. Et pour utiliser une expression anglaise, c'est un bad trip, comme quand on prend des psychédéliques, qui n'a plus aucun rapport avec la réalité biologique. Je voulais explorer cet aspect. Je trouvais que c'était crucial pour conclure le point numéro 2. Ça, c'est dans la branche neuroplastique. Mais lorsque les gens disent « je ne peux pas croire que mon eczéma, je ne peux pas croire que mon syndrome du côlon irritable soit neuroplastique », il faut réaliser que ce n'est pas neuroplastique, c'est psychophysiologique, mais que l'attitude est la même, peu importe la branche, si on retourne à la racine. Je ne peux pas mettre assez d'emphase sur ce point-là. Moi, c'est ça qui m'a débloqué. Arrêter de faire une distinction. Arrêter de voir la tension qui allait de mon trapèze à mon sourcil gauche, qui tirait sur mon cuir chevelu comme quelque chose de structurel. Je voyais ça comme une projection imaginaire de mon esprit apeuré. Et j'ai arrêté de m'imaginer ce qui se passait structurellement. J'ai arrêté de m'imaginer des tendons, j'ai arrêté de m'imaginer des ligaments, j'ai arrêté de m'imaginer des muscles tendus. Mais ce n'est pas une tension physique, c'est une tension psychique. Je suis retourné à la racine. Et là, maintenant que j'ai corrigé ce qu'on appelle l'erreur de prédiction, c'est très important lorsqu'on appelle la douleur chronique une erreur de prédiction de comprendre quel est le mode prédictif du cerveau. Souvent, c'est ça que je remarque, c'est que
Les gens n'ont pas la base de la nouvelle neuroscience, le mode prédictif du cerveau. Donc, si on leur dit c'est une erreur de prédiction, ça ne veut pas dire grand-chose. Je trouvais ça important de comprendre cela. On est déjà à 40 minutes. Vous pouvez arrêter la vidéo ici. C'était les 2 points les plus importants. Et le point numéro 3 est le point que les gens aiment le moins. Mais moi, j'en parle parce que c'est ça qui a le plus accéléré mon processus. Ça s'appelle aimer les symptômes. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est ça qui a accéléré drastiquement mon processus. Dans les autres chaînes, ils parlent très rarement d'aimer les symptômes. Ils parlent d'avoir une attitude neutre, ne plus avoir peur. Mais quel est le contraire de la peur? Dans un sens, c'est l'amour. Si on réussit à aimer les symptômes, c'est ça qui va rassurer votre cerveau le plus rapidement. Moi, j'appelle ça recontextualiser la sensation. Donc, on va prendre une métaphore visuelle, puisqu'on a parlé des auras. Une des vidéos que j'ai le plus regardées dans tout mon reconditionnement de la douleur, c'est Why Things Hurt de Lorimer Moseley. J'ai regardé cette vidéo 10, 15, peut-être même 20 reprises durant mon reconditionnement. Je relisais les livres, comme vous pouvez le voir, hein, je relis les livres, je regardais et regardais les mêmes vidéos, mais à des intervalles. Pour que même si c'était la même information, elle était recontextualisée. Lorsqu'on relit le même livre plus tard dans le processus, ce n'est pas le même livre. On a des nouvelles révélations. Mais je m'exposais aussi à beaucoup de nouvelles informations et donc la vieille information était recontextualisée. Donc, on peut recontextualiser l'information et on peut recontextualiser une sensation. Dans la vidéo Why Things Hurt, là, Lorimer Moseley, lui, est vraiment dans la branche Alan Gordon, Arturo Goicoechea, c'est neuroplastique. Il utilise, pour parler de la douleur, une image, une illusion visuelle. Pourquoi fait-il ça? On va regarder l'illusion qu'il utilise. Donc, regardez cette image. La case A et la case B n'ont pas l'air d'être la même couleur. La case A nous semble sombre et la case B nous semble pâle, plus pâle. OK, regardez bien cette image. Maintenant, regardez cette image. Ah! La case A et la case B sont la même couleur. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté 2 barres pour nous faire voir. Je vais ajouter une vidéo dans les notes de description qui vous montre le processus contraire, quelqu'un qui découpe tout autour et à la fin, tout ce qui reste, c'est la case A et la case B. Et on voit encore plus clairement que c'est la même couleur. Peut-être que certains voient encore la case B comme plus pâle à cause de l'illusion, justement. Mais lorsqu'on voit quelqu'un découper tout autour, donc on peut rajouter pour recontextualiser, mais on peut enlever aussi. Là, ça change notre perception. Ça change notre perception. Où je veux en venir? On va utiliser une métaphore visuelle pour parler de la douleur. Donc, je ne parle pas ici des symptômes visuels en tant que tels. Je m'en sers, parce que j'en ai pas eu, je m'en sers comme d'une métaphore. Donc, si quelqu'un est apeuré par cette image, hein, il y a une aura qui se prépare. « Oh non, l'aura arrive. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » On peut recontextualiser cette image en se disant quoi? En se disant que quelqu'un comme moi
a fait des psychédéliques pendant des années. Pourquoi? Plusieurs raisons, mais entre autres, je recherchais des hallucinations visuelles. Je voulais voir ce genre de choses. J'absorbais des substances pour voir ce genre de choses. Prenez une substance, ah, wow, des hallucinations visuelles. C'est une question d'intention. C'est une question de contexte. On va dire que deux personnes voient la même image. La même image arrive, quelqu'un fait « Ah non, pas l'image que j'ai eue. » Et là, moi, je prends une substance. « Ah, l'image que je désirais tant voir. » Différent. Donc, la personne à qui je parle qui a des symptômes visuels, elle, ça ne l'aide pas, ça. Donc, je ne parle pas ça, je me sens ça comme d'une métaphore pour que vous puissiez voir. Parce que c'est plus facile d'illustrer littéralement le visuel que la douleur. Mais moi, c'est ça que je me suis dit avec la douleur. J'ai fait exactement la même chose. Je me suis dit, il y a des gens qui recherchent la douleur. Recherchent la douleur. Moi, quand la douleur arrive, je vois ça comme une attaque. Quelque chose d'indésirable. « Ah non, j'en veux pas, je veux que ça s'en aille. » Et là, je réfléchissais aux gens qui se font faire des tatous, par exemple. Je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me parlait d'une expérience où il s'est fait faire un très grand tatou. Ça a pris des heures et il m'a dit que c'était extrêmement douloureux. Et il ne voyait pas la douleur comme quelque chose, un prix à payer pour avoir le tatou. Il disait que ça faisait partie de l'expérience. Il voulait la douleur. C'était une période de sa vie où ça m'a fait du bien de sentir ça. Intéressant. Il y a des gens qui se font faire des piercings. Il y a des gens qui se font faire des piercings dans le dos et là qui sont suspendus par des chaînes. Et leur peau devient comme des petites tentes comme ça. Ils sont suspendus par la peau de leur dos. Ça a l'air extrêmement douloureux. Je regarde ça, je fais « Ah! Ah! » Mais eux désirent cette sensation. Donc la douleur est une question de contexte, même avant qu'elle s'en aille. Moi, je vois l'expérience comme quelque chose de « Non, j'en veux pas, je veux que ça s'en aille. » Eux veulent la sensation. Donc, qu'est-ce qui a le plus accéléré mon processus? C'est mon point le plus controversé, le point numéro 3. C'est pas être neutre, être indifférent. J'ai regardé toutes les vidéos d'une chaîne sur les symptômes visuels comme la neige visuelle, de Anxious Academy, et eux n'avaient qu'un seul aspect du processus, selon moi. Moi, comme vous le savez, ma technique est relativement simple quand même. C'est sentir, pivoter. Sentir, pivoter. Eux, ils ne faisaient que pivoter. Et selon moi, il faut sentir. Si on fait juste pivoter, c'est comme si on renie, on dénie une partie de l'expérience. C'est comme de la répression un peu pour moi. Il faut sentir, pivoter. Eux, ils ne parlent que de pivoter. Et comme je vous le dis, moi, j'ai 3. C'est relativement simple, j'ai 3 outils. L'indifférence, le oui et le non. L'indifférence, le oui et le non. Eux, dans la chaîne The Anxious Academy, sur les symptômes visuels, ils n'ont que l'indifférence. C'est leur seul outil. D'après ce que j'ai compris, en absorbant leur matériel gratuit. Et moi, l'indifférence était le mode principal. Au bout du compte, quand je regarde tout le processus, ça fluctuait, mais je dirais que l'indifférence a été 70%. 15% oui, 15% non. Non, c'est comme John Sarno parle. Hein? On a une sensation, non, ce n'est pas structurel, c'est émotionnel. Non, je n'ai pas besoin d'avoir mal et on peut arrêter la douleur avec une pensée. Je l'ai déjà fait. Le non, c'est comme être l'avocat avec Alan Gordon. Non, cerveau, tu n'as pas besoin de me créer la douleur. Il y a un gros aspect non, mais ce n'est pas l'aspect dominant. Mais pour moi, il y a eu l'aspect oui. Oui, 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 comme quelqu'un qui se fait faire un tatou. J'ai besoin de sentir ça, comme quelqu'un qui se fait suspendre par sa peau. Je voulais cette expérience. Ce n'était pas le mode dominant. Oui, mon mode dominant, c'était indifférence. Le pivot, l'indifférence, c'est crucial. Mais il y avait un gros aspect qui était sentir
avec le oui. Oui, je veux sentir. Et si on veut une métaphore visuelle, oui, je veux voir ça. Ce n'est pas une expérience néfaste. Donc, 50 minutes. Je sais que mon point 3 est controversé. La personne qui a des symptômes visuels me dit non, mais ça ne m'interpelle pas. Moi, je m'en servais seulement comme d'une métaphore visuelle de ce que j'ai fait avec la douleur. Tout comme dans un trip psychédélique où je veux voir l'aura. Je veux voir ça. J'ai pensé aux gens qui, eux, voulaient la douleur, aimaient la douleur. Et je crois que oui, dans un sens, l'amour est le contraire de la peur. C'est ce qui va éliminer la peur le plus rapidement. Mais très important à mentionner, ce n'était pas le mode dominant, mais c'est vrai que j'ai eu des trips psychédéliques qui duraient un peu trop longtemps. Des fois, ça dure 6 heures, là. Vers 5 heures, 5 heures et demie, c'est comme ouf, ok, là, c'est assez, là. J'ai hâte que ça finisse. Donc, je vous comprends. Vous voulez que ça s'en aille. Je vous comprends. Et je ne réussissais pas à aimer les symptômes toute la journée. Mais souvent, c'était le soir, ne serait-ce que l'espace d'une soirée, tout comme dans un trip psychédélique, je réussissais à aimer le symptôme, trouver ça beau. Dans mon cas, c'était la douleur. Je vais juste faire une illustration visuelle. Je réussissais à trouver ma douleur belle. Je réussissais à aimer ma douleur. Et l'amour est le contraire de la peur. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? Ça recontextualisait la perception. Avant, je voyais ça comme ceci. Et là, parce que j'ai rajouté l'amour, ça changeait ma perception de la douleur. Que peut-on dire en conclusion? Je sais que le point 3 est difficile et ce n'est pas pour tout le monde, mais je tiens à en parler. Parce que je considère que des 3 points, c'est ça qui a accéléré le plus mon processus. Donc, peut-être que vous ne pourrez jamais... Il y a plein de gens qui éliminent leurs symptômes sans le point numéro 3. Très important à comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous rendre là. Je veux en parler, mais les 2 premiers points sont accessibles à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il me reste une gorgée de café. Je ne peux pas boire du café. Ça augmente les symptômes. On se lève le matin. Tiens, je vais boire du café. Je n'ai plus peur. Bien froid. Café bien froid. Comme je l'aime. Café glacé. En plein hiver. Je me lève le matin, je bois le café. Et là, le lendemain, ou à votre rythme, une semaine plus tard, je rajoute du sucre. Et j'arrête de me poser la question, est-ce que mes vaisseaux sanguins sont en train de se dilater? Sont-ils en dilatation ou en restriction, constriction? On s'en fout. On s'en fout. Il ne faut pas se perdre dans la branche, est-ce neuroplastique ou psychophysiologique? Il ne faut pas se perdre dans les symptômes. On retourne à la racine, l'esprit apeuré, le système nerveux en hypersensibilité. Si on va à la racine, ça ne change plus rien. Pour conclure, je vais essayer de faire une vidéo d'1 heure, il me reste 6 minutes. Je veux parler de l'effet placebo. Selon moi, on ne devrait pas parler de l'effet placebo. On devrait toujours l'appeler par son nom complet, l'effet placebo-nocebo. Sinon, on parle juste d'une moitié de l'effet. C'est l'effet placebo-nocebo. Mais c'est très maladroit, tout ça. Comment pourrait-on appeler ça? Le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit. Ce qu'il faut comprendre de l'effet placebo, c'est que ce n'est pas psychologique. Et ça, ce n'est pas controversé. Vous pouvez aller voir. C'est de la science solide.
L'effet placebo-nocebo n'est pas psychologique. Il y a des effets physiologiques, biologiques. Notre croyance influence la physiologie, la biologie. Très important de comprendre ça. Donc, peu importe que ce soit neuroplastique ou psychophysiologique, on va à la racine. Notre croyance, le café, c'est dangereux, on s'en fout, on boit. C'est la croyance à la base, que ce soit neuroplastique ou psychophysiologique. Je vais finir avec une expérience dont j'ai déjà parlé, mais comme je le répète souvent, il faut répéter, 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 et répéter. Et répéter le message. Voici une histoire à méditer. Il y a un scientifique qui a décidé de faire une expérience. D'habitude, l'effet placebo, on prend 100 personnes et on leur dit, vous allez recevoir un médicament. Mais 50 personnes, 50% des gens reçoivent une pilule de sucre. Et donc, ils ne savent pas est-ce que je suis en train de recevoir le vrai médicament ou une pilule de sucre. C'est toujours comme ça qu'on voit l'effet placebo, les gens ne sont pas sûrs. Et lui a décidé de faire une expérience où il disait aux gens qu'il leur donnait du placebo. Il a demandé ça à ses collègues. Qu'est-ce que vous pensez si je fais une expérience où je dis aux gens que c'est du placebo? Ils ont dit, mais t'es fou, on ne peut pas leur dire que c'est du placebo. Il faut qu'ils pensent, il faut qu'ils aient un doute qu'ils prennent la vraie pilule. Je vais essayer avec des conditions qui, justement, d'habitude, réagissent bien à l'effet placebo. Une, par exemple, c'est le syndrome du côlon irritable. Donc, il fait l'expérience pendant quelques semaines et là, il donne des pilules. C'est écrit sur la pilule, placebo aux gens. Et là, il y a une dame qui prend les pilules, placebo, et pendant l'espace de l'expérience, de l'étude, elle n'a plus le syndrome du côlon irritable. Et là, il l'interroge pour être sûr qu'elle comprend bien. Il dit, mais tu comprends là, que c'est une pilule de sucre et elle est aussi perplexe que nous. Elle ne comprend pas. Elle dit, oui, oui, je réalise, c'est une pilule de sucre. Je réalise. Je ne sais pas pourquoi. Mes symptômes se sont éteints. Mes symptômes se sont éteints. Réfléchissez à ça. On sait, le syndrome du côlon irritable, c'est dans la branche psychophysiologique. Prendre une pilule de sucre, c'est écrit placebo dessus, ses symptômes s'éteignent. L'effet placebo est physiologique. Et lorsqu'on donne des médicaments aux gens, dans une étude, avec une liste d'effets secondaires, certaines personnes qui absorbent la pilule de sucre développent les effets secondaires. Placebo, nocebo, le pouvoir de l'esprit. Et là, lorsque l'étude est terminée, cette femme revient chez elle et les symptômes reviennent. Et là, elle va à la pharmacie et elle demande au pharmacien, « Est-ce que vous pouvez me vendre du placebo, s'il vous plaît? » Le pharmacien la regarde, « Mais de quoi tu parles? On n'a pas le droit de vendre du placebo. Hein, c'est illégal. » Lui a eu le droit seulement dans le cadre de l'étude, pendant 2 à 3 semaines. Pas le droit de vendre du placebo. Le pharmacien dit, « Je ne peux pas te vendre du placebo. » Il la regardait en disant, « Tu ne peux pas t'acheter des vitamines pierre à feu, puis te convaincre. » Mais elle, c'est ça, elle avait besoin, c'est ses croyances, elle avait besoin de quelqu'un dans un sarrau qui lui donne une pilule, qui dit à prendre 2 à chaque repas. Depuis qu'elle était jeune, son cerveau avait appris, c'est ça qui nous guérit. Et là, elle retourne chez elle et les symptômes sont de retour. Donc, la conclusion de cette vidéo d'1 heure, c'est qu'on n'a pas besoin d'une pilule externe. On n'a pas besoin d'une étude où il donne une pilule qui s'appelle placebo. On n'a pas besoin d'aller à la pharmacie. On n'a pas besoin d'un placebo externe. Vous pouvez devenir votre propre placebo
interne. Mais le reconditionnement des symptômes neuroplastiques va au-delà du placebo. Le placebo, c'est un tremplin, une base pour aller plus loin et réaliser qu'il n'y a pas de différence entre neuroplastique et psychophysiologique. Dans les deux cas, c'est le pouvoir de l'esprit. On pourrait même dire que le neuroplastique, c'est biologique au sens où si on prend une imagerie du cerveau avant le reconditionnement et après, il y a des changements. On recircuite le cerveau. Donc, c'est physiologique, c'est biologique dans un sens. Mais comme nous dit Dan Buglio, on n'a même pas besoin de mettre d'emphase là-dessus. Lui, il nous dit, le reconditionnement des symptômes neuroplastiques, c'est le seul domaine où on met autant d'emphase sur recircuiter le cerveau. Quand on va voir un professeur de piano, par exemple, le professeur de piano ne nous dit pas « Oui, tu peux apprendre le piano, mais tu vas devoir recircuiter ton cerveau. » On n'en parle pas, ça se fait tout seul. Pas besoin de mettre autant d'emphase là-dessus. Et pourtant, c'est ça qui se produit lorsqu'on apprend le piano. On recircuite notre cerveau. Pour apprendre le piano, ça nous prend un clavier. Donc, pour apprendre le reconditionnement des symptômes neuroplastiques, ça nous prend des symptômes. Il faut les déclencher. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Récapitulons. Si on dit « je ne peux pas boire de café » parce que ça déclenche des symptômes, il faut pivoter vers le 180, faire le contraire. On déclenche les symptômes. Et là, on est en train de se demander « ah, est-ce que c'est vraiment neuroplastique ou est-ce que c'est psychophysiologique? » C'est pas important. Est-ce que mon mot de tête, c'est la même chose que mon syndrome du côlon irritable? Pas important. C'est dans les branches. Retournez à la racine. Vous êtes en aval, retournez en amont. L'esprit. L'esprit. Méditez sur l'effet placebo-nocebo, le pouvoir de l'esprit. L'effet placebo-nocebo n'est pas psychologique, c'est physiologique. Et là, pour aller au-delà de ça, ce qui, selon moi, a le plus accéléré mon processus, ça, ce n'est pas tout le monde qui en parle, qui sont capables de faire ça, c'est aimer les symptômes. Il faut que j'en parle. Et moi, c'était la douleur, c'est difficile à illustrer, mais pour faire une métaphore visuelle, j'ai décidé d'aimer ceci. C'est une expérience désirable que je voulais avoir. Comme lorsque je faisais des psychédéliques et que je voulais avoir des symptômes visuels. Et là, ça a changé ma perception, recontextualisé ma perception. J'ai vu finalement que A et B étaient la même chose. Je n'avais plus l'illusion. Le truc de mon cerveau. Le cerveau, ici, vous joue un truc. Mais en rajoutant quelque chose, dans ce cas-ci, l'amour, ça recontextualise. 1h04. C'est assez. J'espère que cette vidéo a été utile. Elle n'était pas perdue dans les détails, dans la broussaille du reconditionnement. On est vraiment allé à l'essence. C'est les 3 choses qui ont le plus accéléré le processus. Mais si vous voulez prendre votre temps, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prend. Bye bye.